Salut à tous, je suis Naïm Terrache et bienvenue dans La Grande Évasion. Ici, on vise la liberté financière sous toutes ses formes, on parle investissement, business, argent et développement. Si toi aussi tu veux t'évader de la routine et de ton boulot un jour, assieds-toi confortablement, on avance ensemble. Ce que je vais vous proposer est à la fois extrêmement lucratif et extrêmement risqué. T'as décidé de jouer le tout pour le tout, de ramasser le paquet et de te tirer à Vegas, c'est ça? Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile. Alors là, vous risquez pas la camisole, vous. Bonjour à tous et bienvenue dans La Grande Évasion. Aujourd'hui, j'accueille Albert Mamou qui navigue avec brio dans les eaux fascinantes du marché de l'art. Après avoir débuté sa carrière, Albert a pris un tournant audacieux en se plongeant dans le monde passionnant de l'art. De ses premières expériences avec Art Curial jusqu'à décrocher des rôles influents chez Christie's et Sotheby's, on verra notamment comment il s'est retrouvé à enchérir par téléphone de Paris à New York sur une œuvre de Keith Haring pour son premier client en tant que conseiller indépendant. On plonge dans un univers où l'art, la passion et le business se rencontrent avec Albert Mamou dans La Grande Évasion. Albert, bienvenue dans La Grande Évasion. Merci Naïm, merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et j'ai pensé à toi depuis pas mal de temps. Je t'avais contacté et tu avais le boulot, tu avais des trucs importants. Donc, c'est très sympa d'avoir du temps aujourd'hui pour parler un petit peu de toi. On va commencer pour ceux qui ne te connaissent pas par le classique. Si tu veux te présenter rapidement ce que tu fais, qui tu es. Alors, je m'appelle Albert Mamou, je suis conseiller en art. On y reviendra un peu plus tard dans le podcast, je pense, mais voilà, ça consiste à conseiller des amateurs sur les achats d'œuvres d'art ou sur les ventes d'œuvres d'art qu'ils peuvent effectuer. Euh, donc, euh, donc voilà, je leur propose des œuvres qui passent notamment soit aux enchères, soit en galerie. Et ensuite, moi, je m'occupe de tout ce qui est logistique, l'achat, service, clé en main, tout compris. Ok, alors qu'est-ce qui t'a orienté vers le marché de l'art? Parce que c'est pas un truc, tu vois, enfin, si, peut-être que t'en rêvais depuis que t'étais tout petit, ou comment ça a commencé? Alors, non, pas du tout. C'est pas du tout un rêve depuis que j'étais petit. En fait, moi, j'ai commencé après le bac, j'ai eu un parcours assez classique. J'ai fait de la comptabilité. Voilà, l'objectif, le but, c'était d'être expert comptable. Mhm. Voilà, un très bon métier. Et en fait, au fur et à mesure des années, bon, je me suis rendu compte que même si ce que j'apprenais est très intéressant, en fait, je me voyais pas faire ce métier plus tard, parce que voilà, j'avais fait des stages plusieurs fois en cabinet. Et bon, même si ça s'est toujours très bien passé, en fait, je me voyais pas faire ça au quotidien à l'avenir. Donc, j'ai fait mes études de comptabilité jusqu'à la licence pour être comptable. Et ensuite, là, à ce moment-là, normalement, la suite logique, ça aurait été de continuer pour faire le master en comptabilité pour devenir expert comptable. Et c'est là où, en fait, je me suis posé la question. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que là, on arrive à un niveau dessus. La licence, ça nécessitait un petit peu de travail, mais bon, c'était encore une licence, ça allait. Là, le master, ça nécessitait beaucoup de travail. On rentre dans les choses sérieuses. Est-ce que vraiment j'ai envie de faire ça? Et c'est vrai que j'avais pas vraiment d'échappatoire ou de porte de sortie. Tu sais, quand on est jeune, bon, moi, disons que j'avais pas une ouverture d'esprit folle. Il n'y avait pas 50 métiers qui existaient. Bon, il y avait l'expertise comptable. Voilà, pour moi, les métiers, c'était par exemple avocat ou médecin. Voilà, ça, c'était des métiers T'avais une checklist, ouais. on pouvait envisager et vers lesquels on pouvait se tourner. Et à ce moment-là, c'est ma sœur c'est ma petite sœur qui elle, était en études de médecine, qui est médecin, mais qui est un peu plus ouvert d'esprit que moi, Ouais. qui m'a dit, mais ça t'intéresserait pas de travailler dans le marché de l'art, voilà, parce que nous, on a dans la famille un cousin de ma mère qui a une galerie, et on y était allé un jour, et bon, en sortant, elle a eu cette idée-là, et elle m'en a fait part. Moi, c'est vrai qu'au début, quand elle me dit ça, je me dis, bon, marché de l'art, pas du tout. Voilà, Ouais. c'est un métier. Bon, moi, je Ouais. voyais pas, comme je t'ai dit, j'étais assez fermé d'esprit. Et pour moi, c'était, voilà, que je me dis, qu'est-ce que je vais faire dans l'art? Aucun rapport. Je suis pas un artiste ou quoi que ce soit. Et bon, c'est vrai qu'au début, je me suis dit ça. Mais j'ai quand même regardé, je me suis renseigné.
Et en fait, j'ai vu que voilà, bon, dans l'art, il y avait le côté artiste, mais il y avait aussi un côté marché de l'art, un côté un peu plus business, Ouais. avec les maisons ventes aux enchères, les galeries, les courtiers en art, les conseillers en art. Il y avait pas mal de facettes. Et c'est là où je suis allé me renseigner dans une école à Paris qui proposait faire un master en marché de l'art. C'était pas une école d'art, mais plutôt une école, si tu veux, axée business en art. Art business, ouais. Mhm. C'est ça. Et en fait, je suis allé me renseigner dans cette école à Paris. Et voilà, la femme qui m'a fait le speech, elle m'a envoyé des étoiles dans les yeux et je suis sorti de là-bas. Je me suis dit, OK, c'est top, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qui t'a attiré? Non, bah, enfin, en fait, elle m'a expliqué voilà, comme je te disais, les différents versants qu'il peut avoir dans le métier, qu'il y a plusieurs métiers, que ça pouvait être axé très business. Euh, Comme je t'ai dit, voilà, les maisons aux enchères, les courtiers, les galeries. Il y a même des conseillers d'artistes maintenant qui existent, comme des agents, par exemple, pour le foot, qui les placent ensuite dans les galeries. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, OK, en fait, c'est un vrai business qu'il faut considérer. Euh, et voilà, en fait, en me renseignant, voilà, je me suis rendu compte que c'était pas n'importe quel business et que si tu veux, c'est le business des business suprêmes. Waouh. Un business, par exemple, il y a le business de l'immobilier. Si on prend par exemple ce business-là, tu as l'immobilier, disons, de produits classiques, tu as l'immobilier de luxe sur des produits vraiment premium plus plus, où il y a des clients du coup premium plus plus, et pas les mêmes types de clients que sur un achat d'un 50 mètres carrés à Paris. Et en fait, là, si tu veux, le marché de l'art, c'est un business qui est encore au-dessus. Euh, Ok, d'accord. les acheteurs, les clients, acheteurs, vendeurs, ceux qui participent à ce marché-là, c'est, si tu veux, la crème de la crème des hommes d'affaires ou des personnalités dans le monde. Alors pourquoi je fais une petite pause juste pour ceux qui écoutent et qui connaissent pas exactement ce que c'est que le marché de l'art dans ses détails, moi y compris. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu parce que c'est flou. Il y a beaucoup de, tu sais, de fumée un peu dans l'esprit des gens. Les gens ils pensent que Ouais, c'est un truc où il y a beaucoup d'optimisation fiscale, si pas de la fraude fiscale, que c'est réservé aux milliardaires. Ils comprennent pas exactement pourquoi on va investir dans un tableau, sa rentabilité, etc. Est-ce que tu peux faire un espèce de guide pour que les gens essayent de capter un petit peu cet univers-là? bien sûr. Alors en fait, dans le marché de l'art, il y en a pour tous les goûts. Avant de toute chose, déjà, pour moi, peut-être qu'il y en a qui n'auront pas le même avis, mais pour moi, avant tout, quand une personne souhaite acheter une œuvre d'art, ça doit être voilà, une œuvre qui lui plaît. Euh, Là, tu me parlais des grands milliardaires qui achetaient des tableaux, etc. Bien sûr que c'est intéressant d'acheter des tableaux. Ça permet toutes sortes de choses. Ça permet d'accéder à un statut social. C'est un aboutissement pour beaucoup de personnes. Mais pour la plupart, je pense qu'ils sont vraiment amateurs d'art. Quand François Pinault ou Bernard Arnault ils achètent des œuvres d'art, ils ont des œuvres d'art qui valent plusieurs milliards d'euros. C'est de la passion. François Pinault, aujourd'hui, c'est sa passion. Il s'occupe plus de son groupe depuis plusieurs années. Il est dédié à 100% à ça. Parce que c'est vraiment sa passion. Lui, c'est vraiment le cas où vraiment c'est sa passion à 100%. Et pour la plupart des milliardaires ou des millionnaires qui achètent des œuvres d'art, oui, moi je pense que c'est avant tout par passion et après pour d'autres raisons annexes qui viennent s'y ajouter. Après, voilà, de façon plus générale, le marché de l'art, c'est un marché où il y en a pour, comme je te disais, pour tous les goûts. Il y a un marché pour les jeunes artistes émergents avec des prix qui sont abordables, même pour monsieur et madame tout le monde. Donc, comme monsieur et madame tout le monde achètent des œuvres d'art, c'est des acheteurs qui ne sont pas forcément multimillionnaires, mais c'est un achat plaisir, c'est un achat coup de cœur, c'est un achat aussi, voilà, aussi par passion. Donc, ça, c'est une partie du marché. Ensuite, il y a une autre partie du marché, c'est celle où moi je travaille. C'est voilà, sur les œuvres d'artistes qui sont cotées, qui ont une cote qui est ancrée sur le marché et où voilà, ça vaut un certain prix.
Mais voilà, comme je te l'expliquerai aussi tout à l'heure, moi, les acheteurs que je conseille, ils achètent avant tout par passion. Ok. Et comment tu valorises pour quelqu'un qui est Œuvre complètement d'art. en dehors de ça, ouais, comment concrètement tu valorises une œuvre d'art? Alors, il y a une seule façon de définir la cote d'une œuvre d'un artiste, c'est de vérifier l'historique des ventes d'une œuvre similaire de cet artiste en vente aux enchères. Ok. Donc on se Par base sur exemple, les résultats passés, quoi. c'est ça. Par exemple, toi, Naïm Terrache, tu as un artiste contemporain, Mhm. euh, tu as des œuvres qui passent en vente aux enchères. Euh, en fait, on voit sur en fait, on regarde l'historique de tes œuvres sur plusieurs ventes. Et là, on peut définir, voilà, cette œuvre-là d'un format similaire à celle que tu souhaites vendre aujourd'hui, elle s'est vendue tant, plusieurs fois. Bon, on peut définir que ta cote à toi sur une œuvre de ce format-là, elle est de temps. Ok, d'accord. Ouais, c'est très clair. Mais, mais je tiens à préciser, ça ne veut pas dire que toi, tu vas vendre cette œuvre-là. Par exemple, toi, tu es représenté par une galerie. Ça ne veut pas dire que la galerie va vendre cette œuvre au prix de la cote. En Bien fait, il faut sûr. distinguer, il y a C'est un la galerie indicateur. et la maison de vente aux enchères. Les galeries, elles représentent des artistes. Mhm. Fois que les artistes voilà, commencent à être connus, ça commence à bien se vendre, on parle beaucoup de toi, là, tu vas accéder au marché des ventes aux enchères. Et c'est à partir de là, D'accord. à partir de ce moment-là que tes œuvres sont vendues aux enchères, qu'on pourra définir ta cote. Ok. Mais si, par exemple, tu ne passes pas encore en vente aux enchères, tu es vendu uniquement en galerie. Et voilà, une œuvre de Naïm Terrache en galerie, ça vaut 5 000 euros, ou 10 000 euros, ou 15 000 euros. Mhm. Ça, c'est le prix que la galerie a défini pour toi. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est ta cote. Ouais. Tant que tu ne passeras pas en vente aux enchères, ta cote, elle sera égale à zéro. Ouais. Parce Ça qu'il n'y veut aura pas pas dire- d'historique, en C'est gros. ça. Ça ne veut Ok. pas dire que la galerie est malhonnête ou quoi que ce soit. La Mhm. galerie, elle fait un travail, elle fait monter ton prix petit à petit par rapport au succès que tu as, par rapport aux ventes que tu fais. Elle te fait grandir doucement, doucement, jusqu'à que tu puisses un jour arriver en vente aux enchères. Ok. En fait, c'est un prix de la galerie qui est défini par la galerie. Et mais voilà, les gens si demain un client de la galerie achète une œuvre de Naïm Terrache 5 000 ou 10 000 ou 15 000 euros en galerie, en général, il sait que voilà, il achète ton œuvre parce qu'il aime ton œuvre, il aime ton travail et il n'achète pas ton œuvre à travers le prisme du prix qu'il achète. Il n'achète pas un prix. D'accord. Ok. Ouais. Donc c'est un petit peu la, on va dire la cour, la petite cour de récré. Et quand tu passes à du sérieux, c'est les maisons Ouais, de. en fait, ce que j'explique à chaque fois et ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que, d'accord, le marché de l'art, c'est un marché où il y a beaucoup d'argent, c'est un très gros marché, surtout sur les prix premium, quand on voit des œuvres aux ventes aux enchères qui sont vendues plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions de dollars. Bien sûr que on se dit, waouh, ça fait beaucoup d'argent. Bon, d'accord, c'est peut-être, on se pose beaucoup de questions. Mais euh, ce que je te dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un marché, enfin pour moi encore une fois, de passion. De passion, ouais. Le Donc, client qui va acheter ton œuvre en galerie alors que toi, tu n'es pas coté, qui va dépenser peut-être 10 000 euros pour ton œuvre, en fait, il ne faut pas qu'ils se disent, je vais acheter l'œuvre de Naïm Terrache parce que là, j'ai du flair, ça va exploser, ouais, ouais. parce que dans 5 ans, il va être vendu à New York. Voilà, tac. Il peut se dire ça, il peut se dire j'aimerais bien un jour que ça arrive, mais pour moi, c'est pas ce qu'il faut qu'il se dise. Ce qu'il faut qu'il se dise, c'est j'aime cette œuvre-là, j'ai voilà, les moyens de m'acheter cette œuvre-là, j'ai un budget de 10 000 euros peut-être par Ouais. an à dépenser dans une œuvre parce que j'aime l'art, et ben je vais acheter cette œuvre-là et voilà, les 10 000 euros, ils sont dépensés et ça y est. Ok, c'est clair. Alors, on va parler après des maisons de vente aux enchères, parce que toi, tu es très bien placé pour en parler. On en parlera de ton parcours, etc. Juste un petit aparté avant. Ouais. Forcément, là, tu me parles de ce côté passion qui est important, qui drive le marché des galeries.
et mécaniquement sur le marché suivant qui est les ventes aux enchères. Mais bon, il y a quand même, ça reste, comme tu le dis, ça reste quand même un business. Est-ce que il y a pas quand même des gens, des petits malins qui se disent, bah attends, moi je vais justement essayer de flairer le petit artiste qui est pas connu pour essayer de faire un fois 10 un fois 100 un fois 50. Bien sûr, en Reste fait, la nature humaine, quoi. il y a beaucoup, surtout par exemple à Paris, tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire, ah, j'ai vu un artiste dans une galerie dans le Marais, Voilà, ouais. il y a une hype autour de lui, tout le monde veut l'acheter. À chaque fois qu'il y a un vernissage, il n'y a aucune œuvre qui est disponible, tout est sold out en avance. Voilà, il y a des signes. C'est sûr, ça va exploser. Écoute, bon, moi je te donne encore une fois mon avis. Je ne sais pas si peut-être il y en a qui seront d'accord, pas d'accord. Moi, pour moi, bien sûr qu'on peut avoir euh, un œil plus développé que quelqu'un d'autre en se disant, voilà, ça, c'est vrai que voilà, ça a du potentiel, c'est beau, c'est successful, c'est des choses qui se vendent bien. Bien sûr qu'on peut se dire ça. Mais de là à se dire, ça va super bien se vendre. Cet artiste qui est dans cette petite galerie, il va passer ensuite dans une galerie intermédiaire. Ça va continuer à bien se vendre. Et ensuite, il va passer dans une top galerie internationale. Il va exploser. Et C'est de la ensuite, il va être vendu spéculation. dans une grande maison de vente chez Christie's ou chez Sotheby's à Hong Kong ou à New York. Pour moi, voilà, moi, je suis pas devin. Moi, je fais pas des plans sur la comète. Et si c'est pour se dire, voilà, on va faire une culbute, on va acheter cet artiste 5 000 euros maintenant, et tu verras dans 5 ans, on va le vendre 150 000 euros. Ouais. Moi, je préfère aller acheter un ticket d'euro million Ouais, et ouais, ouais, laisser ça entre les mains du hasard. ouais. Ok. C'est pareil. Ah ouais, t'as l'air d'avoir une approche beaucoup plus structurée et long terme comparé Ouais, bon, l'aspect après, je dis spéculation. ça, bien sûr que ça peut exister. Tu trouveras toujours, comme tu Ouais, dis, un gagnant au loto. oui, bah moi j'ai réussi une fois, j'ai acheté ça, ok, bon, tu as réussi une fois, bon, bah tant mieux, mais, euh, mais voilà, moi, par exemple, ceux qui sont art advisors comme moi, qui sont conseillers en art comme moi, et qui sont sur ce créneau-là en disant, je vais te conseiller d'acheter ces petits artistes et ils vont monter, non, moi, pour moi, c'est pas quelque chose de sérieux. On peut pas parler Ouais. sérieusement. Ok, alors, parle-nous de Christie's, Sotheby's, toutes ces maisons qui sont prestigieuses auxquelles on comprend pas grand-chose quand on n'est pas dans le monde, à part que voilà, il y a des gros chèques qui s'échangent. Ouais. Toi, tu as bossé, donc parle-nous un petit peu de ton Ouais, expérience là-bas. bah, en fait, je t'ai pas répondu tout à l'heure. C'est vrai que quand tu me disais le marché de l'art, bon, quand on n'est pas initié, c'est un marché qui paraît opaque, très flou. C'est vrai que c'est un marché qui est opaque, mais ce que je dis à chaque fois, c'est que c'est un marché qui est quand même structuré. Ok, Comme je te l'ai expliqué pour les codes d'un artiste, c'est vrai que moi, les personnes que j'ai commencé à conseiller, au début, même si c'est des personnes qui ont les moyens, ils disent, bon, c'est quand même des grosses sommes, plusieurs centaines de milliers de dollars ou d'euros. Bon, c'est vrai que ça fait peur d'engager des sommes pareilles. Et c'est là où j'explique que c'est quand même un marché qui est structuré, comme pour les codes de l'artiste. Quand on achète des œuvres au bon prix, les artistes, ils ont quand même des codes, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Euh, les codes des artistes, comme je te disais, c'est défini par rapport au résultat des ventes aux enchères, mais je t'ai pas expliqué pourquoi. ouais, Pourquoi c'est défini par rapport au résultat des ventes aux enchères? Parce que ces résultats-là, ils sont publics. d'accord. C'est des ventes où tout le monde peut accéder et les résultats sont publiés ensuite publiquement sur les sites internet des maisons de vente. Ok, j'ai compris. Et là, Chose et où là, tu peux pas, je vais pas dire tu peux pas tricher parce que bon, je vais ouais, pas c'est beaucoup moins possible. euh, on peut toujours essayer un peu de manipuler les ventes au moment où ça arrive, mais en fait, c'est des résultats qui sont publics. Donc, par exemple, moi, je suis un acheteur, je vais acheter, comme je te disais tout à l'heure, une œuvre de Naïm Terrache. La galerie, elle me dit, nous, on vend cette œuvre-là de Naïm Terrache 10 000 euros. Moi, pour vérifier, je peux aller sur des sites, sur les sites D'accord. des ventes aux enchères ou sur des sites qui répertorient les résultats et regarder combien tes œuvres se sont vendues réellement aux ventes aux enchères. Ouais, c'est une espèce de régulation un peu du marché, quoi. En fait, les ventes aux enchères, quand une œuvre elle a jugé à la personne qui était prête à mettre le prix le plus cher par rapport à une autre personne. Donc, c'est ça qui prévaut en disant, voilà, en fait, quelqu'un était prêt à mettre ce prix-là pour une œuvre de Naïm Terrache aux enchères. Donc, voilà, Mhm.
C'est comme ça qu'on définit la cote. Donc, le marché, il est quand même assez structuré. Il y a, comme je te le disais, les galeries, les maisons de vente aux enchères. Dans les galeries, il y a des galeries, des petites galeries, des galeries de premier marché qui sont là pour faire émerger des jeunes artistes. Ensuite, il y a Mhm. des galeries intermédiaires qui sont entre les top galeries et les petites galeries. Et ensuite, il y a des top galeries internationales qui ont des galeries aux quatre coins du monde et où ils vendent des artistes déjà très cotés. À côté de Ok, ça, il y a les maisons de vente aux enchères, il y a les petites maisons de vente aux enchères et les très grosses maisons de vente aux enchères. Mais pour ce qui nous intéresse par rapport au code des artistes, etc., c'est surtout les très grosses maisons de vente aux enchères. Donc les très grosses maisons de vente aux enchères, il y en a deux. Il y a Christie's et Sotheby's. Euh, il y a une troisième maison de vente, c'est la maison Philips, très grosse maison de vente aussi, qui vend aussi aux quatre coins du monde, mais un cran en dessous. Mais voilà, pour faire simple, il y a vraiment deux très grosses, c'est Christie's et Sotheby's. Donc, ok, Christie's, ça appartient à François Pinault, ok, ça je savais pas. maison anglaise. Mhm. Et ensuite, il y a Sotheby's, maison américaine, qui appartient à Patrick Drahi. D'accord. Ok, je vois. Et c'est souvent les gros, c'est souvent les grosses mains qui sont qui sont aux mains Ouais. Ah de bah, plein de choses. deux Français, Ouais. bon, c'est déjà, bon, on se dit, bon, c'est bien pour la France que ces deux grosses maisons de vente appartiennent à des Français. Alors ça doit être indéchiffrable quand tu arrives. Qu'est-ce que tu faisais déjà chez ces boîtes-là? On peut commencer et décris-nous un peu l'univers de ces grandes maisons de vente. Donc, moi, en fait, avant de travailler dans ces maisons-là, moi, en fait, comme je te disais, j'ai fait mes études, j'ai fait un master en marché de l'art. J'ai commencé à travailler chez Arcurial, qui est une maison de vente aux enchères française, première maison de vente aux enchères française, euh, qui, qui est très puissante, voilà, surtout en France, qui n'est pas du niveau de Christie's et Sotheby's, mais qui est une très grosse maison en France, qui est au rond-point des Champs-Élysées. Ça appartient à une maison qui appartient à la famille Dassault. Et en fait, j'ai commencé là-bas en stage au département comptabilité. Ok. Parce que voilà, comme T'es rentré par cette porte-là, ouais. j'avais fait des études de comptabilité et que j'avais commencé mon master en marché de l'art, je m'étais dit, bon, je ne vais pas postuler au département art contemporain, je viens à peine de rentrer en master en marché de l'art. Bon, il y a peu de chances que je sois pris. J'ai fait des études de comptabilité, je vais postuler à la comptabilité. Dans le même temps, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'étudiants qui postulent dans ce département-là. Bon, je pense que ça maximise mes chances d'être pris. Et au final, bon, ça n'a pas loupé. J'ai été pris. Ok. Ils étaient contents d'avoir un stagiaire dans ce département-là. Donc, j'ai commencé chez Arcurial, le département comptabilité, pour un stage de 6 mois. Moi, une fois que je suis rentré là-bas, je m'étais dit, bon, OK, j'ai réussi à mettre un pied dans la porte. Je vais espionner et tout. Ça, même si je suis au département comptabilité, ce qui était pas mon rêve de base, mais je me suis dit, OK, maintenant que je suis là-dedans, ça va me permettre de rencontrer plein de monde, de rencontrer toutes les personnes qui travaillent dans la maison et pourquoi pas m'ouvrir des portes à l'avenir. Donc, j'ai commencé à la comptabilité. Quand j'étais dans ce département-là, il y avait un besoin pendant mon stage au département transport et logistique, qui est un département juste à côté. Mhm. Bon, moi, ils m'ont demandé si j'étais intéressé pour basculer de département et travailler là-bas. Ok. Moi, c'est quand moi j'avais une façon de penser, je me suis dit, ok, je suis jeune, je suis rentré là-dedans. En fait, tout ce qui Tout est ce qui tombe, proposé, j'y vais, quoi. c'est bon à Bien sûr. prendre. En fait, j'avais soif d'apprendre tout ce qu'on pouvait me proposer, même si à la base, quand ils m'ont dit transport, ouais, Ouais. et au transport, bon, je m'en fous du transport en vrai. Mais je me suis dit, ouais, bien sûr, ça m'intéresse et j'y suis allé direct. Et en fait, il s'agissait de quoi? Il s'agissait d'organiser les transports des œuvres soit qui étaient à vendre, soit qui étaient vendues. Donc, soit celles qui étaient à vendre, aller récupérer les œuvres chez les clients et les amener à la maison. Et celles qui étaient vendues après les ventes aux enchères, les transporter chez les clients. Donc, organiser les transports avec les transporteurs, etc. Ça doit être un boulot monstre, d'ailleurs, j'imagine. Ouais, en fait, pas mal de logistique. Et comme dans les ventes aux enchères, il y a un calendrier qui est très soutenu, Mhm. il y a plusieurs ventes chaque semaine, donc il y avait beaucoup de transports à organiser.
Et donc, mon stage de 6 mois se termine. Je reprends mon master pour faire mon master 2. Et là, il fallait que je refasse un nouveau stage de 6 mois. Et là, je me suis dit, bon, ça s'est bien passé chez Arcurial. J'ai été dans les départements qu'on disait opérationnels, c'est-à-dire comptabilité, transport. Là, maintenant que voilà, je connaissais tout le monde dans la maison de vente aux enchères, c'était des amis pour la plupart. Je m'étais vraiment constitué un bon réseau au sein même de la maison de vente. Je vais voir s'il y a une possibilité pour travailler dans des départements plus intéressants. Et Ok. c'est là où j'ai réussi à rentrer au département impressionniste et moderne. Qui était un de tes objectifs aussi ou pas du tout? Bon, moi, j'étais plus département contemporain, mais département impressionniste et moderne, c'est un très très gros département aussi. Qui te rapproche de plus en plus de ce que tu voulais, Ouais, quoi. c'est ça. Et bon, c'était quand même un très gros département qui était très intéressant. Et voilà, je suis rentré ensuite dans la maison, dans ce département-là. Donc j'ai fait ce stage-là. Ensuite, j'ai travaillé aussi au département qu'on appelle Urban Art, Street Art chez Arcurial, plus contemporain. Et, euh, et voilà, en fait, là, j'ai pu travailler dans le département d'idées beaux-arts et organiser les ventes aux enchères du début à la fin, voir les œuvres de plus près, rencontrer les collectionneurs, vraiment la partie très intéressante du métier. Bah, raconte-nous un peu là, parce que là tu survoles, mais je crois qu'on est Ouais. arrivé au point le plus important là. Comment ça, Comment t'organises ça se passe? Comment ça des se ventes passe aux quand on enchères? travaille? Comment ça se passe quand on organise une vente aux enchères? Par exemple, si voilà, je travaille au département impressionniste et moderne, donc en fait, il y a avant la vente. Par exemple, il y a une date fixée de la vente. Voilà, là, par exemple, là, on est en novembre. La prochaine vente, prochaine grosse vente, on sait que ça va être en mars. Donc, en fait, jusqu'à mars, l'objectif, ça va être de, de prospecter les clients pour récupérer un maximum de consignment, pour récupérer des œuvres, des mandats de vente pour vendre des œuvres. Donc, Ok, en fait, jusqu'à mars, là, on va essayer de récupérer pas le maximum, mais les plus belles œuvres possibles qu'on puisse potentiel. Ouais. récupérer, potentielles. Donc en fait, ça, c'est un travail en fait, de commercial. Au sein du département, il y a une personne qui a le titre de spécialiste ou directeur de département. Et en fait, spécialiste, si tu veux, c'est comme je te disais, commercial. En fait, Mhm. lui, il a son réseau de collectionneurs et il va essayer de récupérer, comme je te disais, les plus belles œuvres possibles pour constituer sa vente. Donc là, on est au mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier. Il y a une date de clôture. En général, là, ça va être voilà, soit fin janvier ou mi-février. Une fois que la date de clôture est passée, que voilà, le département a les œuvres, là, ensuite, en fait, on va faire le catalogage. On va prendre des œuvres, on va les regarder de plus près, regarder aux lampes UV, voir s'il y a des retouches, etc., faire les photos. Et ensuite, on va faire le catalogue, un catalogue de la maison de vente qui sera ensuite envoyé à tous les clients de la maison Ah ou ouais, acheteurs il y a un de cas. ce département-là. Ils reçoivent un catalogue, ils ont leur base client quand même, Christy. C'est pas n'importe qui, enfin, pardon, toutes ces ventes aux enchères, c'est pas n'importe qui passe par là. Ah, tiens, il y a une vente aux enchères. Quand ils Non, organisent, en fait, ils en ont fait, déjà des clients, ces quoi. maisons-là, Christie, Sotheby's ou même Arcurial, ils ont une base de clients, comme je te disais tout à l'heure, c'est le top, top, top de toutes les bases de clients de tout domaine confondu. D'accord. Et, Waouh. euh, et donc, une fois que ces catalogues-là sont envoyés, euh, il y a la vente qui approche. Et là, on organise une exposition avant la vente. Donc, Ok. c'est une exposition temporaire qui ont lieu dans les locaux de la maison aux enchères. Ça, c'est super intéressant parce que voilà, en fait, on organise une vraie expo, on choisit où est-ce qu'on va mettre les œuvres pour les mettre les plus en valeur. Ensuite, il y a l'exposition qui va durer peut-être entre 3 et 5 jours avant la vente. Et là, moi, c'était mon moment préféré parce que Tu m'étonnes. en fait, une fois que l'exposition elle est montée, l'exposition elle est publique, les gens, n'importe qui peut venir voir les œuvres. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chalands et de monsieur, madame, tout le monde qui peuvent venir, mais il peut y avoir aussi des gros collectionneurs qui peuvent venir. Magnifique En pour fait, toi, moi, ça. pourquoi je te disais que moi, c'était mon moment préféré? Parce que moi, j'étais à l'exposition du matin au soir pour recevoir les clients et j'étais toujours à l'affût de voir qui arrivait. Et voilà, en général, je les laissais regarder un petit peu et il y a un moment où j'arrivais
à me faufiler et entamer la conversation avec eux. Et en fait, moi, je parlais à tout le monde, que ça soit monsieur ou madame tout le monde, ou une grosse tête, comme je te disais, ou un gros collectionneur. Pourquoi Parce que pourquoi tu parlais à tout le monde? Qu'est-ce que tu avais en tête ou derrière la tête? Parce que je sais que tu es moi, quelqu'un de très créatif et d'inventif dans ton travail. Euh, qu'est-ce que là, je vois ton petit sourire là. Qu'est-ce que tu voyais? Tu avais quoi comme vision à ce en moment-là? fait, je pense que tu l'as deviné. En fait, dans ce business-là, ou comme dans la plupart des business, je pense, il faut toujours être à l'affût de la moindre opportunité. Moi, j'étais à cette exposition du matin au soir. Je me disais, bon, si je reste à mon bureau dans la salle toute la journée et que je les vois passer, défiler Ah toute non, la journée, il va rien se passer. t'as provoqué ça, ouais. Tandis que si je vais parler à toutes les personnes qui arrivent, bien sûr, je vais tomber sur 99% de monsieur et madame tout le monde, des passionnés d'art qui viennent parce qu'il y a des œuvres magnifiques qui sont exposées. Donc, les gens viennent. C'est Mhm. pas forcément des collectionneurs, c'est des passionnés, des amateurs d'art. Mais comment tu veux que je puisse avoir une opportunité avec un gros collectionneur si je parle pas à tout le monde pour voir sur quoi ça peut déboucher? Parce que si je parle à personne, le gros collectionneur, il va passer parmi les autres, il va passer Tu vas le devant moi, laisser et passer, ouais. l'opportunité, elle sera passée, elle va me passer sous le nez, et moi, j'aurais perdu la chance de créer quelque chose avec quelqu'un qui peut avoir du business par la suite. Donc moi, T'étais, c'était mon moment préféré parce que je ouais. parlais à tout le monde, je dis voilà, voilà, on parlait des œuvres. Après, moi, souvent, ça débouchait sur leur vie. Et vous, vous faites quoi? Vous habitez Paris? Bon, parfois des questions assez bateaux. Moi, j'étais pas, je posais pas des questions, si je veux, indiscrètes. Ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, c'était au feeling. Et comme dans tous les business, moi, c'est ma façon de voir les choses. Il faut y aller étape par étape. En fait, on jette une canne à la mer. On est à la pêche et on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil, on tire le fil. Et Et on hop. sait jamais sur quoi ça peut déboucher. Alors, t'es Donc, tombé pour sur moi, quoi, justement? c'était mon moment préféré. Donc en creusant comme ça avec cette méthode que j'adore, en te lançant dans la piscine pour voir sur quoi tu vas tomber, est-ce que t'es tombé sur quoi? Qu'est-ce qui t'arrive à ce moment-là? Bah, en fait, je suis tombé sur des gens de notre âge, pas forcément très âgés, qui étaient amateurs d'art, qui avaient les moyens, qui étaient, par exemple, sportifs de haut niveau. Et voilà, où on a sympathisé, on a parlé, on a gardé contact. Où moi, j'entretenais la relation. Comme je te disais, je tirais un fil, mais à l'époque, c'était un fil que je tirais pour tirer. Je n'avais pas forcément encore d'arrière-pensée sur le moment ou d'objectif. Mais voilà, c'était des contacts avec qui je m'entendais bien et on parlait plusieurs fois dans l'année, que ce soit en texto ou on se voyait ou pour des déjeuners. Et franchement, bon, ça se passait comme ça. Il n'y avait pas de business à ce moment-là. Ok. Donc tu plantais quoi. C'est ça. Et parce que voilà, c'est toujours bon d'avoir des contacts intéressants. Même si sur le moment, on n'a pas forcément d'objectif. En fait, c'est ça que, pour moi, dans les affaires ou dans le business, je ne sais pas si dans ce business en particulier ou dans tous les business, moi, j'ai pas forcément d'objectif sur le moment. Je suis pas là tout de suite à vouloir closer quelque chose en se disant, Ouais. lui, je le connais, 36e fortune de France, Non. je vais y aller, tac, numéro, on y va tout de suite. Moi, j'y vais. Ce qui est important déjà, je sais que pour faire des affaires à l'avenir, faut qu'il y ait une relation de confiance qui soit forte, surtout dans des affaires voilà, comme dans le marché de l'art où c'est pas qu'on vend un appartement où tout le monde sait, connaît à peu près Ouais. l'immobilier, tout le monde sait que ça vaut tel prix. Et voilà, là, moi, les collectionneurs, les amateurs que je conseille, ils sont amateurs et ils sont pas très connaisseurs des prix, et donc ils me font confiance vraiment. Et, euh, et donc, je sais que le plus important, c'est d'instaurer et d'installer une relation de confiance qui est très forte. Et ensuite, on verra. Ensuite, on verra sur quoi ça débouche. Il y a toujours des choses sur lesquelles ça peut déboucher. Donc moi, j'ai commencé comme ça.
je me suis constitué un petit réseau, encore aujourd'hui, qui n'est pas énorme, hein. Tu vois, moi, ça se compte sur les doigts d'une main, d'acheteurs. Mais ils n'ont pas acheté tout de suite. Ouais. Donc, comment ça s'est passé concrètement? En fait, moi, comme je te disais, j'étais chez Arcurial. Au final, je suis resté en tout et pour tout, combiné, peut-être 1 an et demi, 2 ans là-bas, je ne sais plus exactement, dans ces eaux-là. Et en fait, moi, à la fin, je voulais absolument rester dans les départements dans lesquels j'avais travaillé, Urban Art et en fait, dans le département des Beaux-Arts, le département intéressant. Et il n'y avait pas de poste. Ok. Il y avait pas d'opportunité pour moi. Et en fait, ils m'ont proposé de revenir si je voulais en contrat dans les départements où j'avais travaillé au début, soit comptabilité, soit transport. Il y avait de la place dans les deux départements et ils m'ont dit, voilà, nous on te propose de revenir dans ces départements-là. On est OK, choisis le département que tu veux et voilà, Je reviens. ça t'intéresse, tu restes là. Et en fait, à l'époque, bon, j'avais, je crois, 24 ans ou 25 ans, bon, 24, ouais. Et, et en fait, moi, je voulais pas. Et, Ouais. euh, et je voulais vraiment rester dans les départements que je te disais. C'était pas juste un caprice, parce que voilà, quand j'étais dans ces départements-là, entre guillemets, j'avais fait mes preuves, j'avais ramené du business, ce que pas beaucoup de personnes qui avaient mon âge faisaient ou de stagiaires faisaient. Et je voulais vraiment rester dans ces départements-là. Et je me sentais légitime pour rester. Tu vois, en fait, à l'époque, je me disais, c'était peut-être un peu bête, mais je me disais, j'ai ramené du business. Pour l'instant, je leur ai coûté moins cher que le business que je leur ai rapporté. C'est logique, ils vont me dire, reste, t'es jeune, Classique. t'es bon, t'as envie, t'as les crocs, allez, banco, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte, bon, c'est peut-être en France, c'est peut-être plus comme ça qu'aux États-Unis, peut-être qu'aux États-Unis, j'aurais décollé tout de suite, tu vois. Je Mais pense aussi, ouais. là, ça s'est pas fait comme ça et enfin, c'était beaucoup plus politique Ouais. et la porte s'est pas ouverte. La porte s'est pas ouverte. Et moi, je me suis dit non, je ne retournerai pas dans les départements que vous m'avez proposés. Euh, je ne sais pas si on peut dire que je me suis un peu vexé, mais je me suis dit non, je veux pas. Bon, c'est pas possible de rester, tant pis, je pars. Ok. Et, bon, c'était peut-être une erreur de jeunesse parce que voilà, en sortant d'études à 24 ans, on te propose un travail dans une bonne maison. Peut-être avec le recul, je me dirais non, j'aurais dû accepter, prendre mon mal en patience. Et comme j'étais bon de toute façon, enfin, je me considérais bon de toute façon, Ouais. j'aurais eu ma chance, quoi qu'il arrive, et je serais monté et j'aurais réussi. Mais à ce moment-là, je dis non, je pars, tant pis. Alors un peu sur un coup de tête et sur un mix peut-être de fougue, ouais, de jeunesse, peut-être pas une En fait, erreur, vu ton c'est parcours aujourd'hui. la fougue, mais surtout vraiment de la déception. Parce que en fait, c'est la première boîte où je travaillais. Et en fait, j'aimais beaucoup travailler là-bas. J'étais comme un Ok. poisson dans l'eau. Je m'entendais avec tout le monde. J'ai beaucoup aimé mes années là-bas. Et quand je suis parti, c'était vraiment un petit déchirement. Waouh. Alors comment tu t'en coupes? Déchirement et déception. À Et en ce fait, moment-là, qu'est-ce qui se passe? je pars là-bas sans rien, Ouais. sans travail, sans rien. Et je me dis, bon, là, il faut que je trouve quelque chose. Les galeries, ça, en fait, je voulais pas aller travailler en galerie. Pour moi, je voulais vraiment travailler en maison aux enchères. Mais je voulais pas aller dans une moins bonne maison que là où j'étais, que chez Arcurial, à Paris. Et donc, en fait, ça laisse peu de possibilités. Il y a que deux gros, il y avait que deux plus grosses maisons qu'Arcurial à Paris, qui sont, voilà, c'est Christie's et Sotheby's. Les deux plus grosses maisons de vente au monde. Tu Donc, fais quoi? Tu vises donc je visais ces deux maisons-là. et tu Sauf que tires. comme il n'y a que deux maisons là, comme il n'y a que deux maisons, enfin, il y a très peu de place. Ah ouais. Il n'y a pas des postes qui s'ouvrent tous les jours. C'est là où on voit que c'est un marché niche parce que si c'est un autre domaine, par exemple, il y a des centaines de boîtes, il y a plein d'opportunités. Là, il n'y avait que deux maisons. Et donc, je commence à postuler. Bon, ça prend pas. Et c'est là où ça commence à devenir un peu galère. Et je me dis, waouh, je sors d'études, j'ai rien.
pas de travail. Là, je suis parti de Charcurial. Maintenant, j'ai rien. Le temps, il passe. Et en fait, plus le temps, il passe, plus on est sans rien, plus en même temps, les gens, ils nous oublient. Et Bien là, du coup, sûr. le temps, il passe et c'est pas bon, quoi. Là, c'est vraiment pas bon. Donc là, c'est des mois qui sont vraiment qui sont durs pour moi, mais en fait, surtout même pour ma famille, pour mes parents, parce que voilà, ils s'inquiètent. Ils disent, bon, il sort d'études, il a 24 ans. Là, maintenant, voilà, là, il vient de faire 25 ans. Pas de travail. Franchement, c'était dur pour eux. Et en fait, de voir que c'était dur pour eux, c'était encore plus dur pour moi. Ah ouais, je vois. Donc, qu'est-ce que tu as appris de ces mois difficiles? En fait, ce que j'ai appris, je l'ai appris plus tard. Parce qu'en fait, pendant ces mois-là, moi, je me dis, bon, je postule. Dès qu'il y avait une offre, je postulais. Ça prenait pas. Et je me disais, bon, pendant ce temps-là, bon, je vais occuper l'espace avec les quelques amateurs dont je te parlais tout à l'heure, avec qui voilà, j'avais sympathisé un petit peu, que maintenant on se parlait de temps en temps. Bon, je vais occuper ce temps-là, je vais leur envoyer des actus, des propositions. Donc en fait, c'est une idée qui m'est venue comme ça. Je me suis dit, bon, je me suis dit, il y a des grosses ventes aux enchères à Londres, à New York et Hong Kong, chez Christie's et Sotheby's. Je vais faire moi ma sélection des meilleures œuvres selon moi par rapport aux critères que moi je définis, par rapport à la cote de l'artiste, par rapport au format de l'œuvre. Est-ce que c'est un bon format pour cet artiste? Bon, voilà, pas mal de critères. Je vais faire mon propre catalogue que je vais envoyer à ces personnes-là, voilà, juste pour occuper l'espace en leur disant, voilà, il y a une vente à Londres, voilà, moi, c'est une sélection que je fais, que j'envoie aux personnes que je conseille. Bon, alors que, voilà, entre Ouais. nous, en plus, bon, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous écoutent là. Entre nous, il n'y a pas beaucoup il y a pas grand monde que je conseillais à l'époque. Ok. Donc, voilà, moi, je fais du conseil. J'envoie ces catalogues-là. S'il y a une œuvre qui t'intéresse, dis-moi. Et ensuite, moi, je me renseignerai plus en détail sur l'œuvre et on voit si on peut enchérir. Bon, voilà, je leur fais le speech comme ça. Là, t'es en total indépendant, là. Ouais, en fait, bah, comme j'ai rien, je me dis, bon, comme je te dis, je vais essayer d'occuper Bien l'espace, sûr. quoi. Ah, En fait, comme dans beaucoup de business, je pense, mais encore plus dans celui-là, ça c'est sûr, l'image que tu renvoies, que tu reflètes, elle est très importante. Fait, pour faire du business, bon, déjà en règle générale, je pense que quand tu reflètes une image de quelqu'un de successful, bah, le business, il vient à toi. Et ouais. en plus dans ce business où voilà, l'image elle est très importante, faut être entre guillemets un peu vulgairement voilà, frais par rapport à ta façon de parler, être très bon dans le relationnel. Voilà, ça c'est très important. À ce Donc, moment-là, c'est sûr que si j'abordais les choses en disant, bon, je suis parti de la maison où j'étais charcurial, là je galère un peu, bon, je t'envoie ça comme ça, bon, c'est sûr que c'est bon. pas terrible. Est-ce que tu as pensé à ce moment-là à devenir un peu genre un peu des choses que moi je fais ou d'autres font, devenir carrément créateur de contenu ou alors créateur de tu sais d'une image de marque de voilà, j'ai bossé dans ces grandes maisons, j'ai quand même une crédibilité sur Non, non, en fait, à ce moment-là, pour moi, euh, bon, en toute humilité, moi, je me disais, bon, je suis bon. Je me disais, je suis bon. Mais je savais que, voilà, j'étais pas une star du marché de l'art. J'avais pas une crédibilité sur le marché de l'art. Les gens me connaissaient pas forcément, me connaissaient pas. J'étais jeune, j'allais pas arriver en disant bon voilà, moi je suis Albert Mamou, maintenant je vais faire du conseil en faisant les choses en grande pompe. Pas du tout. Donc j'ai commencé comme ça, voilà, en toute humilité, petit. Et en fait, comme je disais, j'envoyais ces propositions vraiment pour occuper l'espace et m'occuper moi-même aussi, c'est vrai. ouais, bien sûr. Et donc, je fais ça une fois, deux fois, trois fois. Et bon, j'ai aucun retour, mais en même temps, moi, j'attendais zéro retour. Ouais.
Je me disais, enfin, j'attendais pas de retour, donc j'étais pas déçu, si tu veux. Et là, peut-être au bout de la troisième fois, ou je sais pas, quatrième fois, je sais plus, là, j'ai un retour d'un des collectionneurs, d'un des amateurs. Enfin, je dis pas collectionneur parce que c'est pas, en fait, pour que les gens comprennent, c'est pas les collectionneurs comme on l'imagine, tu sais, l'ancienne génération, un peu à l'ancienne, qui vont aller chiner, qui connaissent. C'est des amateurs dans le sens aujourd'hui, du monde d'aujourd'hui, des gens comme toi et moi qui ont notre âge, qui ont successful, qui ont réussi, qui ont les moyens, et qui sont plus fonceurs que l'ancienne génération, qui sont amateurs et qui vont vouloir acheter des œuvres sur un coup de cœur. Et donc, à un moment, je reçois un retour d'une de ces personnes qui me dit, voilà, qui me fait une capture d'écran, moi, d'une des œuvres de la proposition, qui me l'envoie sur WhatsApp, qui me dit, voilà, ça m'intéresse, je suis prêt à monter jusqu'à, je sais plus, 500 000 ou 600 000 dollars ou euros, je sais plus. Mhm. Là, je reçois ça sur WhatsApp et Waouh. waouh, Ok. vraiment, je me dis, waouh, je me dis, Ça a marché, quoi. non, en fait, dans un premier temps, je me dis, quel rapport? Je me dis, pourquoi cette personne-là, c'est là où je te dis, j'étais quand même, j'abordais les choses avec humilité, parce que je me suis dit, pourquoi cette personne-là, elle vient me parler, me proposer ça à moi, me confier ça à Ouais. moi, alors qu'elle peut très bien aller sur le site de Christie's ou Sotheby's, aller prendre le numéro du directeur de département, appeler directement, et la Ouais. personne, elle se fera un plaisir de le renseigner. Eux, ils attendent que ça, tu vois. Tu m'étonnes. Et en Et fait, là, il passe par toi, ouais, en fait, je me suis dit ça, et en fait, très vite, c'est là où vraiment je me suis rendu compte. Tu sais, les gens, ils parlent beaucoup, comme je te disais tout à l'heure, de la confiance, bien sûr. place très importante. Et très vite, je me suis rendu compte, en fait, de cette place-là de la confiance entre les personnes dans les relations. Cette personne-là, ça faisait du coup peut-être un an et demi qu'on était en contact. On se parlait régulièrement, on s'est vu plusieurs fois. Et cette personne-là, en fait, elle avait confiance en moi, elle me connaissait. Ouais. Pour ça elle m'a envoyé ça à moi. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu te dis, toi? Tu te dis, À ce il- moment-là, je me dis, OK, là, il faut être réactif, il faut faire les choses Bah bien ouais. vite. Et là, je commence à m'activer. Je me renseigne auprès de la maison de vente. C'était à l'époque une œuvre qui passait chez Sotheby's à New York dans une vente. C'était une œuvre de Keith Haring, un dessin. Waouh. Très beau dessin, grand dessin, grand format. Et là, je me renseigne plus en détail. Bah, là, en fait, je fais le travail que je fais aujourd'hui, le travail des professionnels. En fait, je demande dans un premier temps ce qu'on appelle le rapport de condition. C'est un rapport détaillé sur l'œuvre, sur l'état de l'œuvre. Je demande des photos complémentaires, des photos à taille réelle, des vidéos, des photos avec quelqu'un à côté de l'œuvre que moi ensuite je pourrais envoyer au client pour qu'il voit comment ça rend vraiment, ça pourrait donner dans son salon. Mhm. Et, euh, et en fait, je fais ça. Et Waouh. je constitue un dossier complet, Ouais. voit ensuite au client. Et lui, il me dit, OK, c'est tout bon, on y va. À l'époque, c'était sur cette œuvre-là. En fait, il m'avait envoyé cette œuvre-là et une autre œuvre, une œuvre de Magritte, une œuvre d'art moderne, plus classique. Ils Et sont quand bon, même des gros. Là, c'est quand même Keith Haring, Magritte, ouais, même pour les gens qui connaissent très peu l'art, c'est des oui, oui, vrais blazes là qui sortent là. ouais, c'est ça. Et Ok. en fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai une optique où voilà, je suis pas Madame Irma, je suis pas un devin. Moi, les œuvres que je conseille, c'est des œuvres que si un jour les clients veulent revendre, bah, c'est des œuvres qui auront une certaine liquidité, où je sais que s'ils me confient cette vente-là, moi je pourrais les revendre. Et donc voilà, c'est des œuvres d'artistes cotées dont la cote est vraiment ancrée sur le marché. Parce que moi, c'est ce que je dis à chaque fois, enfin, je suis pas de nature angoissée de base, mais j'ai une angoisse. C'est voilà, un jour, il y a un acheteur un client qui vend une œuvre, qui achète une œuvre à travers mon intermédiaire. Donc, je lui vends une œuvre, qui viennent me voir un an, 2 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, qui me dit, je veux vendre cette œuvre-là. Et que Liquide. moi, je lui dis, écoute, je sais pas, je suis embêté. On ne peut pas la vendre, ça se vend pas. Moi, c'est quelque chose où voilà, je prie tous les jours pour que ça n'arrive jamais. Et je fais tout pour que ça n'arrive jamais, justement en proposant des œuvres où je sais que je serai tranquille.
Ouais, que je pourrais revendre. ouais, quoi qu'il arrive. Donc voilà, on referme la parenthèse. Donc c'était sur là c'était sur un Kissaring et un Magritte. Il me dit le Kissaring, on y va. Le Magritte, laisse tomber. Voilà, Non, justement, à travers les photos complémentaires et tout, bon, il s'est rendu compte vraiment que c'était vraiment un petit format. Ce qu'il ne s'était pas rendu compte à la base quand je l'ai envoyé sur le catalogue, parce que voilà, c'était une image, on ne se rend pas forcément compte, même s'il y a les dimensions, on se bien rend pas. sûr. Et il me dit, voilà, le Magritte, on laisse tomber, le Kissaring, on y va, go. Donc moi, je me dis, waouh, ok, bon, on y va. Ok. À l'époque, comme moi, jamais j'aurais imaginé que ça fonctionne. Il n'y avait pas de société, ni rien du Rien. tout. Tu Ah, penses que j'étais en mode cow-boy. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je pouvais pas m'inscrire moi à la vente ouais, en tant que moi, Albert Mamou, personne physique. Donc, je l'ai inscrit lui directement à la vente ok, et lui, il m'a mis contact pour appeler au téléphone pour la vente. Parce que voilà, d'accord. je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais voilà, les quelques amateurs que je conseille, moi, c'est des personnes qui ont vraiment très peu de temps, voilà, et qui sont très sollicités par beaucoup de monde, qui sont soit sportifs de haut niveau, soit hommes d'affaires. Et donc, là, en l'occurrence, c'était un sportif. Et le soir de la vente, il n'était pas dispo. Et voilà, il avait un match, il n'était pas disponible. Donc, il m'a mis moi en contact au téléphone. Donc, bon, je me disais, OK, moi, j'étais content quand même. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est fou. Je vais enchérir sur une œuvre à, à 500 000 dollars. Incroyable. Je sors de nulle part. Je me suis dit, bon, c'est bien, c'est top, quoi. Et en fait, je m'enregistre à la vente arrive, le jour de la vente arrive, New York m'appelle, des salariés de Sotheby's qui participent à la vente m'appelle pour l'œuvre de Kissaring. Il dit, voilà, là on est on est au lot 236. Le lot de Kissaring, c'est le lot 238, donc dans deux lots. Voilà, veuillez patienter, on arrive. On arrive au lot Attends. Alors attends, pour que les gens captent bien là. Là, tu es en live, tu es à en Paris. live. En fait, comment ça se T'as passe? quitté ton job il y a très peu de temps et là, d'un seul coup, tu es en train de représenter un très high net worth qui passe par ton intermédiaire. Tu parles avec Sotheby's qui sont à New York et ils sont C'est en ça. live de la vente aux enchères et il reste deux lots, donc deux choses à vendre avant de passer au tableau sur lequel tu veux enchérir. C'est ça. En C'est fait, pas rien. moi j'avais quitté le job où j'étais, je crois, en février ou mars. Et ça, c'était fin mai. Ok, alors qu'est-ce qui se passe dans ta tête là? New York t'appelle, tes BPM ils montent un petit peu quand même là, parce que t'es un mec calme et tout, mais il y a un peu d'adrénaline, non? Bah, en fait, j'avais de l'adrénaline, mais Tu savais ce que tu faisais. moi, j'étais assez calme parce qu'en fait, ça, je ne l'ai pas expliqué. Moi, ce que je vendais aux clients, entre guillemets, ce que je vendais, c'était que voilà, lui, il me laissait une enveloppe fixe, maximum. Et ensuite, moi, à partir de cette enveloppe, j'enlevais tous les frais qu'il pouvait avoir. Mais le prix qu'il me laissait, c'était un prix maximum. Donc lui, il m'avait laissé 500 000, je sais plus, je te disais 500 000 euros ou dollars ou 600 Mhm. 000. Et en fait, moi, je disais que c'était le prix maximum que lui, il voulait pas dépasser. Ok. Donc moi, à partir de ce moment-là, ça, c'est une partie de mon travail aussi. J'ai fait la conversion en dollars parce que bon, ça, c'était pas très difficile. C'est une œuvre qu'on a Mhm. achetée aux États-Unis. J'ai enlevé les frais de la maison de vente aux enchères parce que quand on lève la main en vente aux enchères, quand on enchérit, c'est pas le prix euh, qu'on va payer à la fin. Par exemple, j'enchéris pour 200 000 dollars. L'œuvre, elle m'a adjugé 200 000 dollars au marteau. Plus Sur frais. la facture, il n'y aura pas écrit 200 000. Ça se rapprochera plutôt des 300 000. D'accord. Ah Les ouais, frais de la maison de vente aux enchères. carrément. Wow. Et des transports Ouais. et tout ça, tu vois. Et donc, moi, en fait, j'avais fait ce calcul-là. J'avais enlevé tout ce qu'il fallait enlever. Et, euh, et à l'époque, pour te dire, j'avais même pas parlé de commission ni quoi que ce soit. En fait, j'étais tellement content qu'il y ait quelque chose qui se soit Bien débloqué. sûr, bien Et c'est sûr. comme ça, tu vois. Ah ouais. Et donc, moi, j'avais une enveloppe fixe. Donc, Ok. même si on allait monter, moi, je savais que j'avais un montant à pas dépasser, quoi qu'il arrive. Et c'était un beau montant. En fait, dans les ventes aux enchères,
tu as une estimation basse et une estimation haute qui est communiquée par les maisons de vente. Par exemple, là, en l'occurrence, ça devait être, je ne sais plus, 300 000 pour l'estimation basse et 400 000 pour l'estimation haute. 300 000, l'estimation basse, en fait, c'est plus ou moins un prix de réserve qui informe les potentiels acheteurs sur le montant minimal à laquelle l'œuvre sera vendue. C'est-à-dire qu'en Mhm. dessous de ce montant-là, l'œuvre, elle ne va pas être vendue. Ça, Ok. c'est une question qui revient souvent aux enchères qui dit, ouais, mais s'il n'y a personne, est-ce que c'est-à-dire que je peux Ouais, l'acheter voilà. pour 500 euros? Faut Non. pas rêver, faut pas rêver. Donc là, ça voulait dire qu'en dessous de 300 000, ça ne sera pas vendu. Et voilà, l'estimation haute, 400 000, voilà, ça, c'est plus. Plus réaliste, etc., etc. Ça veut, en fait, on s'en préoccupe pas forcément, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc moi, j'avais pour 500 000 ou plus ou moins quelque chose comme ça. Donc moi, je me disais, bon, c'est top, j'ai bien plus que l'estimation haute, j'ai des chances de De l'avoir. l'avoir, ouais. Au-dessus de l'estimation haute, les potentiels acheteurs, ils se disent, bon, l'estimation haute, c'est une indication. Si je l'achète trop cher, ça veut dire que je l'achète vraiment beaucoup plus cher que la valeur réelle de l'œuvre. Donc moi, je me disais, bon, j'ai toutes mes chances pour l'acheter. Et là, donc l'enchère commence. Au téléphone, ils disent, voilà, on arrive au lotant, l'œuvre de qui arrive, on commence les enchères. Nous sommes à 300 000, 320 000, 350. Est-ce que vous en voulez pour 370? Moi, je dis oui, 370, c'est à moi. Ça monte, ça monte, ça monte. Et en fait, là, on arrive au prix que moi, j'avais maximum. Ouais. Donc voilà, moi je dis voilà, ils me disent est-ce que vous en voulez pour 550? Moi je dis oui, 550 c'est pour moi. Là je me disais ok bon j'espère que ça va tenir parce que moi je peux plus enchérir derrière. Et là ils me disent voilà on est à 600. Il y a quelqu'un qui a enchéri à 600 000. Est-ce que vous en voulez pour 650? Et là je sais que c'est fini. Donc C'est je dis mort. c'est mort. Je dis non je passe mon tour. Donc l'œuvre elle m'est pas adjugée, elle nous est pas adjugée et la vente se fait pas. Alors, Waouh. moi, j'étais un peu déçu parce que, Il y a un voilà. côté bad beat quand même du poker qui. Ouais, T'étais un peu déçu sur le moment, naturellement. j'étais un peu déçu. Et en fait je me rends compte très vite que c'est pas une chance, mais c'est pas une mauvaise chose que l'œuvre, elle m'ait pas été adjugée. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vente se fait pas. J'avertis le client. Bon, il est un peu déçu, mais lui, comme moi, je sais qu'il y aura d'autres opportunités. Et en fait, je me dis, le fait que la vente ne se fasse pas, en fait, ça me laisse une chance, moi, de m'organiser de mon côté, de créer ma structure, ma société, de mettre les choses bien carrées pour la prochaine vente. Et parce que là, si la vente s'était fait comme ça, comme je te disais tout à l'heure, le client, il s'était enregistré lui-même. En fait, l'achat se serait fait à son nom. Lui, il aurait acheté l'œuvre directement auprès de la maison de vente aux enchères. Et bon, moi, j'aurais été juste un contact dans l'histoire. Comme je disais tout à l'heure, j'avais pas parlé de commission ni rien. Bon, voilà, j'aurais juste été un contact. Et en fait, ça n'aurait pas été une bonne chose pour moi parce que comment je me suis organisé pour les prochaines, pour les ventes suivantes, moi, j'ai tout de suite créé ma société de conseil pour, pour les prochaines ventes, utiliser cette société de conseil comme une sorte de chambre de compensation. D'accord. En fait, pour les fois suivantes, quand ce client-là me laissait une enveloppe, en fait, c'est pas lui qui s'enregistre auprès de la maison de vente, c'est ma société. D'accord. Comme ça, Et en toi, ça fait, te verrouille derrière. c'est ma Ouais. société qui enchérissait. Et Magnifique. ensuite, c'est ma société qui achetait et qui revendait. D'accord. Ok. Et donc déjà, pour ça, c'était très important parce que, tu sais, quand tu commences une fois un process, je pense que c'est plus compliqué de retourner voir le client, de lui dire, bon, la dernière fois, on a fait comme ça s'est super Ouais. bien passé, mais cette fois, on va faire différemment. On va passer Ouais. par ma société. Je ne Ouais. sais Ouais. pas Ouais. si ça aurait fonctionné. Donc déjà par rapport à ça, et ensuite par rapport à ma commission, j'ai pu prendre le temps d'en parler à ce client-là de façon appropriée. C'est très bien passé. Lui, il m'a dit, OK, c'est good pour moi, on y va. Il était OK avec ça. Et on a pu faire les choses cette fois-ci bien carrées. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas une mauvaise chose que la première fois, ça se soit pas fait. Parce que sur les fois suivantes, ça s'est Bon. fait. Et c'était bien pour moi, quoi.
Combien ça prend de commission en pourcentage un conseil comme toi, ta société, comment ça se passe? Moi, sur les achats que je fais pour le compte de clients en vente aux enchères, je prends 4% 4% de la somme de la somme totale. totale dépensée pour l'achat. Ok. En général, le pourcentage de commission en tant qu'intermédiaire, il se situe autour des 10%. Mais ça, c'est, si tu veux, pour les deals qui se font de manière privée, sur les ventes privées. Par exemple, toi, Naïm, TRH, tu as une œuvre. Moi, j'ai un client qui veut l'acheter. Et bah, je vais te l'acheter, je vais lui revendre. Et lui, il sait que j'aurais pris 10%. Et parce que voilà, à la base, il n'a pas accès à l'œuvre. Là, moi, je partais du principe que comme c'était des œuvres qui passaient en vente aux enchères dans des ventes publiques, tout le monde y a accès. Donc, c'est normal qu'il y ait un pourcentage, entre guillemets, à taux réduit, parce que si lui il voulait, il pourrait s'en occuper lui-même. Alors justement, comment toi tu te vends, enfin, sans faire de la prospection, j'imagine, téléphonique avec des annuaires, mais comment tu te vends à ces clients-là justement pour valoriser ce pourcentage euh, et le justifier un peu, tu vois? En fait, par rapport à toute la partie que je t'expliquais tout à l'heure, donc en fait, quand un client me dit, voilà, je suis intéressé par cette œuvre, moi, je fais tout le travail euh, qu'un bon professionnel se doit de faire. Donc, par exemple, vérifier la condition de l'œuvre plus en détail, Ouais, tout le travail que demander, tu oui, avais demander toutes abordé, ouais. sortes d'informations qui sont nécessaires, voilà, parce que voilà, on parle d'achats d'une certaine somme, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Ça peut être par exemple des choses en fait qu'un non-professionnel ne va pas forcément penser, mais vérifier si l'œuvre est déjà passée aux enchères précédemment, si dans les 2, 3 dernières années, elle est déjà passée aux enchères. Si Ouais. oui, elle est passée à l'époque avec quelle estimation? Pour quel résultat? Est-ce que l'estimation d'aujourd'hui est cohérente avec l'estimation d'il y a 2, 3 ans et le résultat d'il y a 2, 3 ans? Ouais. En Tout le fait, sourcing, toute la, ouais. les choses où, comme je te disais, moi, les clients que je conseille, ils sont pas professionnels, ils n'ont pas le temps pour tout ça. Eux, ils sont juste amateurs. Eux, ils achètent des œuvres où voilà, ils ont un coup de cœur. Ah, ça me plaît. On y va. En Ouais. fait, ils me font confiance sur tout cet aspect-là qui leur garantira le côté investissement et le côté revente si jamais un jour ils souhaitent revendre. Même si pour la plupart, ils me disent tout le temps non, non, mais je voudrais jamais revendre. Moi, je sais qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Une œuvre aujourd'hui, elle te plaît. Peut-être que dans 5 ans, tu te seras lassé, peut-être que tu voudras la revendre. Donc, c'est bien de sécuriser ces choses-là. Donc, moi, ce que je leur dis, c'est toujours d'acheter des œuvres, comme je te disais tout à l'heure, des œuvres qui leur plaisent, sans se préoccuper de investissement, pas investissement, est-ce que la cause va monter, va remonter. Parce que tout à l'heure, on parlait des œuvres de jeunes artistes, là où je te disais, oui, je ne suis pas Madame Irma, mais sur des œuvres d'artistes plus confirmés, qui ont une cote qui est établie sur le marché, qui se vendent par exemple entre 100 et 150 000 euros, on peut avoir une idée de l'évolution de la cote. On peut se dire, voilà, cet artiste-là, aujourd'hui, ses prix, ils oscillent entre 100 et 150 000 aux enchères. Dans 2, 3 ans, voire même avant, on peut aller taper un 600, 700 000. Ça, Ok. on peut dire, ça peut ne pas arriver, comme ça peut arriver, mais il y a des indications, tu vois. Il y a des indications, ouais. Et donc, moi, en fait, je suis là pour ces indications-là. Moi, ils savent que les œuvres que je vais leur proposer, ça coche certaines de ces cases-là. Et, surtout par rapport au côté revente ensuite, ils savent que les œuvres que je vais leur proposer, ils sont sécures par rapport à ça. Donc ça, c'est sur la première partie. Et sur la deuxième partie, pourquoi aussi ils passent par moi? Parce que quand ils achètent une œuvre, il y a le travail préalable à la vente, il y a le travail qui se fait après la vente. Donc voilà, on enchérit aux enchères, l'œuvre, elle nous a jugé, je suis content, le client est content, la maison est contente, on est tous contents. Maintenant, l'œuvre, il faut la faire venir, par exemple, là, de New York jusqu'au domicile de ce client-là qui habite, par exemple, en Espagne. Ouais, tu as Donc, toute l'infrastructure derrière comment ça se pour faire passe? là. Euh, Moi, je vais m'occuper de tout, de tout, que ça Ok. soit. En fait, je vais donner au client une facture globale
avec le prix de l'œuvre, le prix du transport, le prix d'importation en Union européenne, en fait, tout. Lui, il aura payé un seul et même montant pour que l'œuvre se retrouve accrochée dans son salon Ok. ou dans sa chambre, où il veut. C'est un service tout clé en main, plutôt que l'autre option. Par exemple, toi, t'enchéris voilà, chez Crisis ou chez Sotheby's, l'œuvre, elle t'a jugé, tu vas passer par le département transport de ces maisons-là pour qui tu transportes l'œuvre chez toi, ici à Paris. Les frais d'importation, tu vas devoir les payer à la douane une fois que l'œuvre elle atterrit en France. Tu ne vas pas les payer directement à ce moment-là. Donc, c'est ce que je te D'accord. disais tout à l'heure. En fait, toi, à la base, tu pars avec une idée de budget, d'enveloppe pour l'achat d'une œuvre. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas ce montant-là que tu vas payer et que en fait, c'est jamais fini. Tu vas payer le montant de l'œuvre plus les frais de la maison de vente. Ensuite, tu vas payer le transport. Ensuite, tu vas payer les douanes ici en France pour la TVA à l'importation. Parce que voilà, en Ouais, fait, tu vas te faire massacrer, quoi. c'est comme c'est un transport de marchandises en fait. Quand une Hmm. œuvre, elle vient d'un pays hors Union européenne en Europe, tu peux pas la faire venir comme ça et aller, c'est bon, elle arrive à l'aéroport, je la récupère. Non, tu as une TVA à l'importation qui est due à l'administration. Qui est de combien d'ailleurs, au passage? C'est un taux qui est avantageux pour les œuvres d'art de 5,5%. Ah ouais, ça va. Faut pas été trop méchant. Mais je te dis ça, c'est 5,5%, mais le client, toi, par exemple, tu ne sais pas si c'est 5,5% sur le prix de l'œuvre, sur le prix de l'œuvre plus Hmm. les frais de la maison de vente, ou est-ce qu'il faut rajouter aussi le transport pour les 5,5? Donc, à la fin, tu vas les payer. Mais, en fait, tu ne sais pas à la base comment. Ouais, ouais, ouais. Toi, t'arrives avec tout, quoi. Moi, je sais tout De A euh, à Z. A à Z. Et c'est Et là où, en fait, mes expériences chez Arcurial, dans un premier temps, mais ensuite, on n'est pas revenu dessus, mais en fait, j'ai commencé à faire ce travail de conseil-là. Euh, j'ai vu que ça avait mordu, ça a commencé à marcher, mais bon, moi, je me disais, ouais, je suis jeune, j'ai pas les épaules encore pour faire ça à 100%. Si j'ai l'opportunité d'aller retourner chez Crisis ou Sotheby's, enfin, d'y aller dans ces maisons-là, j'y vais direct. normal. Et quelques mois plus tard, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Christie's, en fait, au département transport. Et en fait, Ok, oui, parce qu'à la base, j'étais au département transport tu de chez connaissais. Arcurial. Et à la base, j'étais au département transport de chez Arcurial parce que j'étais à la comptabilité. Et en fait, c'est là où tu vois que la Tout est vie lié. générale, en fait, c'est une succession pas Ouais. de hasard, mais c'est une succession d'événements que toi, tu n'as pas prévu, qui t'amènent à un point que toi, tu n'as pas prévu. Ouais, C'est ça qui est beau dans la vie, je trouve. C'est que, en fait, bien c'est sûr. beaucoup d'imprévus. Et en fait, moi, je me considère pas vraiment comme un entrepreneur parce que voilà, j'ai mon entreprise, mais moi, je suis tout seul. Je suis pas un chef d'entreprise. Je suis pas là avec des salariés à développer, à avoir une vision de chef d'entreprise. Mais il y a quand même des aspects en commun, quand même, notamment cet aspect-là, je pense, qui est pour moi, le plus important, c'est d'avoir un plan. Mais après, le plan, il débouche sur un autre plan, sur un autre plan, sur un autre plan, qui nous fait arriver à un point que nous-mêmes, on n'avait pas du tout prévu. Et c'est là où j'ai commencé chez 100%. Precis au transport. Et c'est là où j'ai appris énormément de choses qui me sont utiles aujourd'hui dans mon métier, euh, notamment au niveau financier, transport et logistique, parce que voilà, eux, ils faisaient beaucoup de transports internationaux. Et c'est là où, en fait, j'ai tout appris. T'as J'ai tout tout appris. appris. Et donc, après, chez Christie's, j'ai travaillé aussi chez Sotheby's, au département transport. Et donc, j'ai vraiment une base méga solide sur tous ces aspects-là, financiers, juridiques, transport, qui sont pour moi, en fait, si tu veux, le plus important parce que il y a beaucoup de gens qui disent, oui, moi, je suis art advisor, moi, je suis expert en art contemporain, blablabla. Ok, mais il y a beaucoup d'experts en art contemporain qui disent expert, expert, expert. Mais de un, pour moi, si tu veux, pour conseiller d'acheter, tout à l'heure on parlait d'un Keith Haring ou d'un Andy Warhol ou d'un Basquiat, tout le monde sait que c'est des bons artistes. Tu n'as pas besoin d'être un expert pour Ouais. conseiller ces œuvres-là. Après, bien sûr, il faut vérifier ce que je t'ai dit tout à l'heure.
Est-ce que cette œuvre-là, de ce format-là, le prix, ça correspond? Est-ce qu'elle est en bon état? Bien sûr, il y a des choses à vérifier. Mais tu n'as pas besoin pour moi d'être un expert pour dire ça, c'est bien. Ouais. Ah, bah, là, c'est bien. Par contre, pour conseiller un acheteur, pour lui dire l'œuvre, elle est à New York ou elle est à Hong Kong, toi, tu habites en France ou en Espagne, pour la faire venir, ça va te coûter tant, mais voilà, à la base, il y a tel frais, il y a ces transporteurs, non, mais tu vas pas passer par tel transporteur parce que là, ce transporteur-là, lui, il est plus spécialisé sur des œuvres d'un montant inférieur, c'est mieux de passer par tel transporteur. Ah, c'est un Mais sac de nœuds. mais voilà. Par contre, les experts comme ça, il y en a pas beaucoup. Et ça, je sais que c'est la valeur ajoutée que j'ai. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles mes clients passent par moi pour leurs achats. Qu'est-ce que tu penses, toi, avec ton expertise aujourd'hui, de l'évolution du marché de l'art? Je pense à des plateformes comme Masterworks, je pense que tu connais, Ouais, ouais. qui tokenisent un petit peu les œuvres d'art et qui les proposent à l'investisseur lambda. Bah écoute, pour Masterworks, personnellement, je trouve ça intéressant. J'attends de voir sur quoi ça peut déboucher. Mais c'est un concept que je trouve très très intéressant, qui est destiné du coup plus à des acheteurs qui ont plus ce côté investisseur que passionné. Parce que comme je te le disais, voilà, les vrais passionnés, bon, ils aiment avoir les œuvres soit chez eux, soit dans leur lieu de stockage. Mais c'est super intéressant et c'est pas quelque chose que je conseille encore aujourd'hui, mais c'est quelque chose que je pourrais conseiller en à côté comme ça parce que ouais, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant de pouvoir acheter une part d'œuvre avec une sortie à l'arrivée. C'est quelque chose. En fait, pour moi, souvent, on me demande dans le marché de l'art, aujourd'hui, il y a tous les marchés, en 2023, il y a tout qui s'accélère, la digitalisation, etc. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans le marché de l'art? C'est vrai que moi, j'ai tendance souvent à penser que pas beaucoup. Le marché de l'art, c'est un marché qui laisse pas beaucoup de place à ce monde dans lequel on vit aujourd'hui. Innovation et tout. Novateur, avec beaucoup d'innovation digitale, etc. Mais ça, c'est une des fenêtres où j'y crois. Et je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Par contre, pour tout ce qui est voilà, vente en ligne, euh, moi, c'est quelque chose auquel je ne crois pas forcément. Plateforme en ligne, galerie en ligne, etc. Parce que bah, après, je pense que tu vas l'entendre aujourd'hui, hein, même s'il y a comme je disais, les acheteurs qui ont notre âge, la nouvelle génération, même s'ils sont fonceurs, c'est vrai que quand on achète une œuvre d'un certain montant, bon, faut pas rigoler, quoi. On va pas aller acheter une œuvre, même si c'est encore, par exemple, entre guillemets, des montants, des petits montants à 300 000, 500 000 ou plusieurs millions. Enfin, pour moi, je ne conseillerais pas à un acheteur d'aller sur Internet et d'aller s'amuser sur un clic, d'acheter une œuvre sur un site comme ça, tu vois. Ouais. Disons que c'est un peu. Moi aussi, j'ai mis quelques billes sur Masterworks juste pour voir ce que ça donne. Je suis un peu dans la même optique que toi de laisser voir et mettre un peu, pas se mouiller En et fait, voir. Masterworks, pourquoi je pense qu'il y a du potentiel aussi, c'est parce que surtout dans ces trucs-là, en fait, faut voir au niveau régulation et niveau sécurité pour les acheteurs. Moi, comme tu as compris, et je le dis depuis tout à l'heure, moi, le plus important pour moi, c'est la sécurité de l'acheteur et des intérêts, la sécurité des intérêts de l'acheteur. Parce que, en fait, on entend beaucoup d'histoires, bon, comme dans beaucoup de domaines, sûrement, mais aussi dans le marché de l'art, voilà, j'ai acheté ça, je me suis fait avoir. Ah ouais, il y a des gens qui se font avoir, hein. Oui, il y a des gens qui se font avoir, en fait. Bon, c'est pas propre au marché de l'art, je pense, mais il y a des gens honnêtes et des gens malhonnêtes comme partout. Il y a des conseillers qui sont honnêtes et malhonnêtes comme partout. Et il y a des gens qui sont crédules comme partout. Donc il y a des gens aussi qui se font avoir. Et à l'époque, je sais qu'à Paris, il y avait une société, il y a une dizaine d'années, qui avait ce concept-là d'acheter des parties d'œuvres d'art. Ouais. Et en fait, ça avait eu un petit succès à l'époque à Paris, et jusqu'au moment où ça a explosé, la société a été mise en liquidation parce qu'en fait, c'était pas clair. Ils avaient vendu plus de parts d'œuvres que ce qu'ils avaient dit.
Bon, voilà, quelque Ok, chose ouais. de pas de malhonnête. Et donc, c'est pour ça que je te dis le plus important, que ce soit sur ce sujet précis-là ou sur tous les deals qu'il peut avoir dans le marché de l'art, c'est toujours, enfin, pour moi, d'être carré sur ces choses-là, niveau administratif, régulation, pour qu'il n'y ait pas de problème vis-à-vis de l'acheteur. Parce que c'est dangereux pour lui et pour moi aussi. Bien Donc, sûr, ta euh, crédibilité, ta marque. crédibilité et surtout par rapport à la relation de confiance dont on parlait tout à l'heure, qu'on a mis du temps à établir, qui à la base, pour rentrer dans ce cercle-là, de cette personne-là, de cet acheteur-là, par exemple, c'est très difficile parce que c'est des gens, comme tu t'en doutes, comme je te disais tout à l'heure, qui sont très sollicités, par beaucoup de monde, qui n'ont pas le temps. Donc, moi, je pars du principe que quand j'arrive à rentrer dans ce cercle-là de confiance, je peux pas en ressortir, c'est pas possible. Impossible. Je peux pas. Bien Donc, sûr. faire des petites magouilles par-ci par-là, essayer de gratter par-ci par-là, même si par exemple ça peut être des grosses sommes, c'est pas quelque chose que moi que j'envisage, et j'ai jamais Ouais. envisagé parce que je me disais, en fait, dans la vie, on peut pas penser sur un coup, sur un moment. Même si par exemple demain, je prends par exemple 10 millions comme ça demain, c'est sûr que 10 millions, c'est une belle somme. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Ouais, plus de réputation, plus de Que carnet, 10 carnet millions, d'adresse. que 10 millions, ça va me suffire pour ma vie, peut-être, peut-être pas. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ça y est, c'est fini pour moi. Hmm. Alors que peut-être que les 10 millions, je vais peut-être mettre plusieurs deals à les faire. Ça va peut-être prendre, allez, j'espère 2 mois, peut-être un an, peut-être 5 ans, peut-être toute une vie, je sais pas. Mais au moins, voilà, je sais que ils seront arrivés comme il faut et j'aurais pas été grillé, que ce soit dans mes relations avec mon carnet d'adresses ou dans le milieu dans lequel je travaille. Et tu me parles de tes clients, tu me parles de tes collectionneurs et tu me dis que c'est des très très hauts niveaux de revenus, très haut, très très haut, des entrepreneurs, des stars, des trucs. Est-ce que tu penses, toi, à l'avenir, que ce marché-là, il va continuer quand même de grossir? Ouais, oui, oui, je pense. En fait, c'est un marché qui a toujours existé depuis la nuit des temps. Euh, Même si c'est un marché de niche, et bon, c'est pour ça que voilà, je crois pas à pas mal de choses, comme je disais, à la digitalisation, pardon, etc. Parce que pour moi, on restera toujours dans le vif du sujet. C'est un marché de niche avec c'est un marché très simple. Un acheteur, un vendeur, un acheteur, avec au milieu parfois des maisons de vente aux enchères, des intermédiaires comme moi, des galeries, et voilà, c'est tout. Donc c'est un marché qui est très simple. Ouais. Et, c'est un marché qui ressemble, comme je le disais tout à l'heure, à l'immobilier, sauf que pourquoi on dit que c'est opaque? Parce que voilà, aujourd'hui on achète un appartement ou un immeuble, ça se passe pas comme ça. Il y a un notaire, il y a des actes, il y a plein de choses. Là, c'est un achat, une vente, une facture au milieu, et c'est tout. Et c'est tout. Et je pense on peut terminer là-dessus. Merci, merci pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Si tu veux dire un dernier petit mot, s'il y a des acheteurs, d'amateurs d'art dans l'audience, vas-y, c'est à toi. Un petit mot, bah écoute, s'il y a des acheteurs ou amateurs, ce que je dis souvent, c'est que, comme tu l'as dit toi-même, c'est un marché qui peut paraître opaque, mais comme je l'ai dit, c'est un marché qui est quand même structuré. C'est un marché qui peut faire peur, mais c'est un marché qui ne doit pas faire peur. Voilà, il suffit de se renseigner, de s'intéresser, de demander aussi. Il y a des personnes comme moi qui sont là aussi pour aiguiller, pour aider à ceux qui n'ont pas le temps de se renseigner sur tout ça. Donc voilà, il suffit juste de se jeter à l'eau et ensuite on se prend au jeu et on est de plus en plus passionné. Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que, bon, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, enfin, je l'ai dit, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le côté aspect marché qui m'intéressait, business. Je me suis dit, waouh, ça bouge, c'est un gros marché, ça m'intéresse.
Et c'est vrai que petit à petit, voilà, aujourd'hui, moi, je suis passionné, je me suis pris au jeu parce que moi, enfin, je pense, hein, peut-être que je me trompe, peut-être c'est que moi, mais quand on s'intéresse à ce marché-là, aux artistes, aux œuvres, on est obligé d'être intéressé à la fin. Ouais. Voilà, c'est mon côté un peu passion qui ressort, mais voilà, on se prend au jeu et on s'intéresse de plus en plus. Donc, Donc, mon petit plonger plan, plonger et s'intéresser, se renseigner. et s'intéresser, en étant bien conseillé, je laisserai bien sûr ton contact dans les show notes, comme d'habitude, si Il ne vous faut voulez pas vous avoir peur intéresser. de ça, comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, très justement, c'est un milieu qui peut intimider. Ouais, On parlait de Christie's, de Sotheby's, moi, c'est des sociétés où j'ai travaillé. C'est des grosses sociétés, ça peut paraître un peu froid. ouais, grave. On se dit, waouh, est-ce que je suis à ma place si je vais aller voir l'exposition qui est avant la vente, même si je ne veux pas acheter. Bon, ça intimide un peu, c'est normal. On voit tous ces zéros-là, tous ces prix. Parfois, qu'on voit à la télé aux informations, telle œuvre a été vendue tel montant, on se dit, waouh, c'est pas moi, je ne fais pas partie de ce monde-là. Et bon, il faut pas se dire ça, il faut pas être intimidé, il faut rentrer, il faut s'intéresser. Qu'on achète ou qu'on n'achète pas, il faut y aller. Albert, merci beaucoup pour ta présence encore une fois et pour toutes ces infos sur un monde je connaissais pas tant que ça, pas si bien que ça, que j'avais uniquement survolé. Et tu as répondu à pas mal de mes interrogations. Donc, je te remercie d'être passé sur la grande évasion et je te dis à très bientôt. Merci encore. Bon courage et beaucoup de succès à toi à l'avenir aussi. Merci Albert. Ciao, ciao. Si vous pensez que l'épisode peut intéresser quelqu'un, foncez, lui envoyez le lien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je laisserai un lien en description. Et d'ici là, restez connectés. Je suis Naïm Terrache et le but, c'est la grande évasion.